La lutte contre les fausses nouvelles en période électorale, une préoccupation majeure des acteurs de la gestion des élections dans l'espace francophone. Depuis 22 octobre 2004, la Commission électorale nationale autonome Sénat, l'Organisation internationale de la francophonie et les membres du réseau des compétences électorales francophones sont asséminés à Cotonou, capitale économique du Bénin. Le thème de ces assises est intitulé « Manipulation de l'information au cours du processus électoral à l'aide des médias numériques et des réseaux sociaux ». Meublé de 5 ateliers, le séminaire a permis aux participants d'aborder l'enjeu de la désinformation en période électorale sous différents angles. Depuis quelques jours, nous sommes effectivement donc à Cotonou ici. Nous avons fait dans un premier temps un séminaire électoral et puis par la suite une formation et nous terminons par l'Assemblée générale du réseau. Alors, en ce qui concerne le séminaire électoral, ça a été un moment de partage d'expérience parce que c'est l'un des objectifs majeurs du réseau, permettre à l'ensemble des institutions électorales membres de pouvoir s'enrichir des expériences des uns et des autres. Cette fois-ci, nous avons travaillé sur le sujet de la lutte contre la désinformation en période électorale. Ça a permis aux uns et aux autres de pouvoir non seulement apprécier l'étendue de la menace que représente la désinformation, mais aussi évidemment développer ensemble quelle est la stratégie que chacun doit déployer à son niveau pour pouvoir faire face à cette réalité qui est malheureuse et qui constitue une menace pour l'intégrité des élections dans nos pays. Il est très important que les électeurs et l'ensemble des compétiteurs qui s'engagent dans le cadre des processus électoraux le soient dans le respect de l'intégrité des processus. Il est très important que les mensonges, les fausses nouvelles qui peuvent être développées ça et là intentionnellement, on puisse barrer la route à cela. Parce qu'il est important que les uns et les autres fassent leur choix. Ce sont des moments importants de la vie politique de nos pays et il est très important que les choix que nous faisons, nous puissions le faire donc, dans la vérité. C'est pour ça que évidemment nous avons organisé aussi la formation qui portait sur le développement d'un plan d'action de lutte contre la désinformation en matière électorale. Et évidemment tout cela s'est bien passé. Ce matin nous avons pu passer en revue évidemment le bilan des activités du réseau tout au long de l'année 2023 et nous nous sommes fixé les orientations pour l'année à venir. Ça a été l'occasion également d'élire un nouveau président et bon, évidemment qui va commencer un nouveau mandat pour 2 ans. Le RECEF est une organisation qui regroupe plusieurs organismes de gestion des élections de la francophonie. Et comme je l'ai dit lors de ma présentation aux collègues, nous venons au service. Nous sommes au service de la francophonie et notamment des différents membres de notre organisation. Nous sommes venus poursuivre les engagements pris par les autres et c'est une continuité dans le service qui a déjà été fait par nos collègues. Et donc notre mission aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le dynamisme qui a été à l'origine puisse être amélioré pour permettre aux uns et aux autres de se sentir véritablement membres d'une organisation, d'une grande famille de la francophonie et des compétences en matière d'élection dans notre zone de la francophonie. Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en collaboration avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, la matinale des industriels et des banquiers s'est déroulée au sein de l'institution consulaire. Lors de cette activité, des échanges se sont tenus avec les entreprises et les banques relativement aux enjeux et dispositions liées aux opérations de rapatriement de ressources d'exploitation au Bénin. En organisant cette activité, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin reste fidèle à sa vocation d'être aux côtés des chefs d'entreprise pour leur fournir les vraies informations en vue de leur développement. Ce matin, nous avons parlé avec les entreprises et les banques des enjeux et des dispositions liées aux opérations de rapatriement de recettes d'exportation
au Bénin. Donc, nous leur avons montré un peu le contexte. Donc, nous sommes dans une union de 8 pays et ayant un pool commun de devises. Et donc, toute opération d'exportation réalisée doit faire l'objet de rapatriement des recettes attachées via la Banque centrale. Donc, notre message ce matin à l'endroit des entreprises, c'est que d'abord, l'opération doit être domiciliée dans une banque. Et une fois que les formalités d'exportation ont été accomplies, les marchandises sont parties, il y a un délai maximum de 3 mois pour encaisser les ressources à l'international via la banque dans laquelle l'opération a été domiciliée. Et donc, l'entreprise est responsable de l'encaissement à 100% de ces ressources-là. Une fois que la banque a reçu les 100% des ressources, la banque a l'obligation de les déclarer et de les céder à la BCEAO. Donc, la banque a l'obligation de céder au moins 80% de ses ressources via les comptes de la Banque centrale, la BCEAO, et elle a la possibilité de garder 20% de ses ressources pour, dans sa position extérieure pour les règlements initiés par les sociétés dans le cadre de leurs transactions à l'international. Donc, si une société a besoin d'importer du riz, des huiles et autres, la société adresse sa requête à la banque qui, avec les ressources occasionnées par les 20% gardés, va pouvoir régler ces transactions via ses comptes de correspondants. J'ai retenu beaucoup de choses. Déjà, nous, en tant qu'entreprise industrielle, c'est de veiller à respecter déjà les lois cadres mises en place, les réglementations déjà définies par les différents systèmes. Et dans ce sens particulièrement, c'est de veiller au rapatriement des devises. C'est vrai que nous, en tant qu'opérateurs, on est souvent très dynamique, on est souvent pressé par le temps. On ne veille pas souvent à la formalisation. Donc, on aura désormais une meilleure écoute des sollicitations de nos accompagnateurs. Je veux parler des banques et des services financiers pour mieux comprendre leurs doléances dans leur besoin de nous accompagner sur nos opérations financières. Et au-delà de cela, c'est de veiller également à ne pas se faire rattraper des différentes sanctions prévues par la réglementation. Donc, c'était un peu ça, l'ensemble des éléments partagés. Très intéressant. C'était aussi bon d'apprendre que la BCEAO couvre quand même de façon beaucoup plus large nos opérations en termes de devises au niveau des banques. Et nous, en tant qu'opérateurs, on va veiller derrière à ce que ce ne soit pas des accompagnements qui ne soient pas totalement exploités. Nous allons également demander aux différentes structures, la CIB, aux services financiers, les banquiers également, de simplifier les processus pour que ce ne soit pas lourd pour nous en tant qu'opérateurs et entrepreneurs de devoir nous conformer à ces différentes réglementations-là. Donc c'est très bien déjà d'avoir pensé à tout ce cadre formel et formalisé, mais au-delà, il faudra penser également à simplifier les délais, à simplifier les systèmes pour que la digitalisation déjà avec le GUS et autres soit beaucoup plus facile à utiliser pour nous en tant qu'entrepreneurs. Et voilà. S'entendre avec sa belle famille est pour la femme l'un des plus grands défis de la vie conjugale. Peu sont les couples dans lesquels on note l'absence de ces genres de conflits qui font couler les larmes à plusieurs femmes mariées. Une situation déplorable due pour la plupart du temps au conflit qui oppose la belle-mère à sa belle-fille. Cohabiter avec la génitrice de son ou sa partenaire demeure un principal enjeu majeur. La vie ensemble avec la belle-mère n'a jamais marché. Ça a toujours créé des problèmes au sein du foyer. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, à un certain niveau, il a dit, et l'homme quittera son père et sa mère, se joindra à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Maintenant, l'homme a quitté son père et sa mère, s'est uni à sa femme. Et si maintenant la belle-mère quitte son mari de l'autre côté, vient se joindre encore à ce couple-ci, le problème est qu'elle finira par toujours remarquer certaines erreurs, certaines fautes de la belle-fille et va toujours chercher à s'immiscer dedans, à lui faire des reproches à gauche et à droite. Alors la belle-fille n'étant pas contente de cela, et ça va toujours créer des problèmes, des dissensions entre elle et son mari. Ça a toujours été comme ça. Et vice-versa. Vice-versa. Donc, les remarques de la belle-mère à l'endroit de la belle-fille, c'est ça qui crée le problème. Parce que l'autre, la belle-fille, n'aimerait pas
toujours se voir reprocher des choses au fur et à mesure par la belle-mère. Donc, toujours, il y aura des disputes entre la femme et son mari à cause de la belle-mère qui est là. Ça a toujours été comme ça. Les faits divers l'ont toujours démontré aussi. Le problème a toujours été identique. Parce que l'homme aussi n'aimerait pas voir une belle-mère qui est toujours assise là et qui lui fait des remontrances, des observations toujours sur ses comportements envers sa fille. Le problème est toujours identique. Oui, ça peut créer, même si c'est côté de l'homme, ça peut créer, envoyer rapidement au divorce même. Le 7 octobre 2023 a constitué une attaque d'une barbarie particulièrement atroce perpétuée par le Hamas contre Israël et son peuple. Et Israël a le droit de défendre son peuple contre une telle menace. La France y a perdu 48 de ses enfants et 2 de nos compatriotes comptent encore parmi les otages retenus à Gaza. Mais rien ne peut justifier pour autant le bilan humain désastreux à Gaza et la souffrance que connaissent les populations civiles. C'est pourquoi il faut un cessez-le-feu à Gaza. Et la France n'a eu de cesse de le demander depuis novembre dernier, un cessez-le-feu pour libérer les otages, pour protéger les populations et permettre enfin à l'aide humanitaire de parvenir dans la bande de Gaza. Au Liban également, il faut un cessez-le-feu et l'arrêt des opérations militaires. Nous y œuvrons depuis plusieurs semaines en lien avec nos partenaires américains et plusieurs autres. Et c'est pourquoi, en cohérence avec cette position, j'ai appelé à ce que cessent les exportations d'armes aujourd'hui utilisées à Gaza, en Cisjordanie et au Liban. La voie de la diplomatie est possible, elle est exigeante, et c'est celle que la France soutient, pour permettre au peuple israélien, palestinien et libanais de voir leurs aspirations à la paix et à la sécurité garanties, et à tous les déplacés de rentrer en sécurité chez eux. Vous connaissez l'attachement historique de la France à la solution des 2 États. Il faut relancer cette perspective de façon décisive pour inscrire la paix dans la durée au Proche-Orient. Vous connaissez aussi notre engagement sans faille à lutter contre l'antisémitisme en France et partout dans le monde. Cet engagement est irréductible. Et je le dis dans un temps où les actes antisémites, tout particulièrement ces dernières années, ont refait surface et partout pullulent. Et je sais que c'est aussi un héritage du royaume sur lequel bâtir ensemble, pour protéger nos concitoyens et préserver dans ce contexte douloureux la cohésion de nos sociétés et les valeurs qui sont les nôtres. Sur cet enjeu, le Maroc a beaucoup à apporter. Je souhaite ici encore rendre hommage à l'action de Sa Majesté le roi Mohamed VI, également président du comité Al-Quds, et à son investissement personnel pour apporter l'aide humanitaire urgente aux populations palestiniennes et libanaises qui en ont aujourd'hui le plus besoin. Je salue sa mobilisation et celle de tout le Maroc en faveur de la désescalade, d'une reprise du dialogue et de la relance d'un processus politique crédible. Dans la cacophonie actuelle, dans laquelle se complaisent les extrêmes de tous bords, le Maroc porte une voix forte et singulière. C'est, il me semble, la voix de la raison et de la justice. Une voix juste, fidèle à son histoire et à ses principes, une voix qui nous rappelle à nos engagements, à nos valeurs communes, et qui nous enjoint d'œuvrer sans relâche pour apporter un peu d'espoir à une région et à des populations qui en ont aujourd'hui si peu. Je sais qu'à Paris comme à Rabat, nous partageons cette même préoccupation et travaillons dans le même sens. Mesdames et messieurs les parlementaires, chers amis, la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, les réalisations des 25 premières années de son règne sont une invitation à nous tourner vers l'avenir. C'est, vous l'avez compris,
ce qu'à vos côtés et avec vous, je suis venu faire. Leur retrait définitif était annoncé pour la fin de l'année 2024. Pourtant, la MONUSCO est bien partie pour prolonger sa présence en République démocratique du Congo. L'escalade de la violence dans l'est du pays a remis en cause l'agenda fixé par l'ONU qui prévoyait un départ progressif des 15 000 casques bleus, comme le réclament les autorités congolaises. Les forces de maintien de la paix des Nations Unies au Congo devaient quitter le pays en décembre, mais la montée de la violence dans l'est du pays, causée par les rebelles soutenus par le Rwanda, a fait que pour l'instant, les casques bleus sont toujours là. La mission de l'ONU est présente depuis plus de 20 ans et a pour objectif de protéger la population, mais de nombreux Congolais ont l'impression que rien n'a changé depuis leur arrivée et que personne ne les défend comme il se doit. Créée en novembre 1999, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC avait pour objectif premier de tenter de ramener la paix pendant la Deuxième Guerre du Congo. Depuis, elle a aussi été déployée pour faire face à la guerre dans le Kivu, qui a connu plusieurs épisodes depuis 20 ans. C'est tard dans la nuit de ce mardi 29 octobre 2024 que le candidat du parti au pouvoir, le PDB, Mokgweetsi Masisi, a terminé ses meetings marathon. Devant des centaines de militants enflammés, il a vanté son bilan avant de demander à la foule présente de lui donner encore un nouveau mandat afin qu'il puisse continuer la transformation du pays. 2024, I want you to polish. Kimpataranza di city tsoke moga boro. Kimpataranza di city tsoke tsa parlamente, di city tsoke tsa council. Par contre, dans le camp de l'opposition, c'est par un tour de ville dans la circonscription de Tolokoin, à l'extérieur de la capitale Gaborone, que des centaines de partisans se sont massés dans des véhicules afin d'assurer leur soutien au candidat de l'UDC Douma Boko. Ici, on blâme le parti au pouvoir d'avoir conduit le pays dans une crise économique. La question la plus importante à résoudre dans cette élection est celle de l'économie. Notre économie est au plus bas. J'espère que nous pourrons gagner pour la relancer. Les attentes sont donc nombreuses dans un camp comme de l'autre à quelques heures de cette élection qui s'annonce très disputée pour les observateurs. Alors que par le passé, le Parti démocratique du Botswana était assuré de sa large victoire, cette fois, il est quasi impossible de savoir qui va gagner du fait de l'engagement des jeunes dans cette campagne. Au Kenya, le projet de loi de finances 2023 de retour dans le débat public. Après avoir été annulé par la Cour d'appel dans un premier temps, il est de nouveau à l'ordre du jour suite à une décision de la Cour suprême. Très controversé, ce projet de loi avait provoqué une série de manifestations à Nairobi, la capitale, et dans plusieurs villes du Kenya. Initiée par la jeunesse, la contestation s'organisait principalement sur les réseaux sociaux, un mouvement qui a permis de médiatiser la problématique bien au-delà des frontières du pays. Ces protestations avaient alors été sévèrement réprimées par les forces de l'ordre. Le bilan était lourd, plus de 200 arrestations, une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés. Pour rappel, le projet de loi de finances 2023 prévoit une hausse des impôts et de certaines taxes, notamment sur le carburant. L'objectif pour le gouvernement est de lever 2,7 milliards de dollars supplémentaires pour alléger la dette du Kenya. Des stylistes ont présenté leur dernière création lors d'un défilé consacré à la mode durable et éthique dans la capitale de Madagascar, Antananarivo. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour réduire l'empreinte écologique de l'industrie de la mode. À Madagascar, nous sommes de plus en plus nombreux aussi à aller petit à petit dans le slow fashion. Pourquoi ? Parce que on est de plus en plus conscient de
de la pollution et de l'effet des changements climatiques à Madagascar, surtout moi qui vis dans un quartier où il y a tellement de pollution. Tellement de déchets, tellement d'ordures partout, donc c'est important, je pense que c'est vraiment l'avenir de la mode. Ida Rakotomanga est un designer autodidacte et un spécialiste de la sérigraphie. Il possède sa propre marque de vêtements et s'efforce désormais de limiter les déchets issus de son travail. Les déchets textiles constituent un problème mondial urgent puisque seulement 12% des vêtements sont recyclés dans le monde, selon la fondation Ellen MacArthur, une organisation à but non lucratif qui s'occupe de la durabilité de la mode. Moi, j'utilise les chutes de cuir que je récupère, les restants de bois précieux, spécifiquement de Madagascar. On peut dire que ce sont des bois endémiques. Tout ce qui est chute aussi d'os de zébu, cornes de zébu, bien évidemment, quand on parle de zébu, on parle de la peau aussi. Donc il y a tout ça qui est mélangé, que moi je mélange, à ce que j'arrive à monter des accessoires de mode. Les vêtements usagés sont encore moins nombreux, 1% seulement à être recyclés en nouveaux vêtements, la majeure partie étant utilisée pour des articles de faible valeur tels que l'isolation ou le rembourrage de matelas. La première ministre italienne est arrivée mardi à Tripoli, dans la capitale libyenne. Giorgia Meloni prend part au forum d'affaires italo-libyen. L'événement doit booster les relations économiques entre les deux pays. Au moins 150 entreprises italiennes étaient attendues à cette messe économique, signe de son importance pour les deux nations méditerranéennes, avec en toile de fond la signature de plusieurs accords entre les deux parties. C'est dans ce contexte que le gouvernement italien a annoncé la reprise à partir de janvier 2025 des vols commerciaux de la compagnie italienne ITA entre Tripoli et Rome. But de la manœuvre, augmenter la fréquence des vols directs entre les deux pays. Les échanges commerciaux entre la Libye et l'Italie ont atteint 9 milliards d'euros selon les autorités italiennes. C'est la 4e visite de Giorgia Meloni en Libye depuis qu'elle est à la tête du gouvernement italien. La question de la réparation pour l'esclavage et la colonisation divise au sein de la communauté britannique. Le Premier ministre Keir Starmer avait fait savoir que ce sujet n'était pas à l'ordre du jour. Une prise de position qui n'est pas aussi évidente pour la population. Les pays du Commonwealth ont beaucoup profité de la situation et bien entendu, il serait logique d'avoir une sorte de réparation. Il devrait y avoir une sorte de réparation, mais je pense que ces réparations doivent être adaptées au contexte actuel. Au Parlement britannique, la coalition de partis qui œuvrent pour cette cause précise que cette demande va bien au-delà de l'argent. Personne ne dit vider les coffres et rembourser 18 000 milliards de livres aujourd'hui. Ce n'est pas du tout l'objectif. Nous ne cherchons pas à pénaliser un pays en particulier et dans le cas de l'Angleterre, je pense que cela serait plutôt bénéfique. À l'issue du 75e sommet du Commonwealth, les 56 États participants, dont l'Angleterre, ont partagé un communiqué commun. Il déclare que les demandes d'une discussion autour de la justice réparatoire sont de plus en plus urgentes. Le président russe Vladimir Poutine a lancé mardi un exercice massif des forces nucléaires du pays. Alors que les tensions avec l'Occident au sujet de l'Ukraine s'intensifient, une simulation de frappe de représailles avec des tirs de missiles balistiques dans la péninsule du Kamtchatka a été lancée. Selon le ministère, l'exercice avait pour but d'entraîner les forces stratégiques offensives à lancer une frappe en réponse à une frappe nucléaire de l'ennemi. Compte tenu de l'augmentation des tensions géopolitiques, de l'émergence de nouvelles menaces et de nouveaux risques extérieurs, il est important de disposer de forces stratégiques modernes, constamment prêtes à être utilisées au combat.
Nous continuerons à améliorer toutes leurs composantes. J'insiste sur le fait que nous n'allons pas nous engager dans une nouvelle course aux armements, mais que nous maintiendrons les forces nucléaires au niveau de suffisance nécessaire. Le mois dernier, le dirigeant russe a averti les États-Unis et les alliés de l'OTAN que permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes à plus longue portée fournies par l'Occident pour des frappes à l'intérieur de la Russie mettrait l'OTAN en guerre avec son pays. Les manœuvres de mardi font suite à une série d'autres exercices des forces nucléaires russes. C'est une décision qui inquiète la communauté internationale. La fin annoncée des activités de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Les députés israéliens ayant voté lundi une loi interdisant à cette agence d'opérer dans leur pays ainsi que dans les territoires palestiniens. Nous continuerons à travailler avec les organes de l'ONU qui se concentrent sur l'aide humanitaire aux Palestiniens, mais pas sur le terrorisme. Nous prouvons que c'est du pur terrorisme. L'OMS, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial, des dizaines d'ONG opèrent aujourd'hui à Gaza. Nous continuerons à travailler avec elles, mais nous ne continuerons pas à travailler avec l'UNRWA après ce que nous venons d'exposer. Créée en 1949, cette organisation vole au secours de plus de 4 millions de réfugiés palestiniens. Pour l'UNICEF, sa mise sur le banc menace la vie même des habitants de Gaza. Si l'UNRWA n'est pas en mesure de fonctionner, il est probable que le système humanitaire s'effondre à Gaza. L'UNICEF serait alors dans l'incapacité de distribuer des fournitures vitales. Je parle ici de vaccins, de vêtements divers, de kits d'hygiène, de kits de santé, d'eau et d'assainissement. Les RUTEF pour la malnutrition, et nous savons encore une fois que nous frappons à la porte de la famine. Israël accuse les employés de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens d'avoir pris part à l'attaque perpétrée par le Hamas sur son territoire le 7 octobre 2023.